Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre Informagro avec le groupe d'Encause qui va se joindre à nous dans quelques instants. Donc, on va parler aujourd'hui de structuration de ses ventes avec elle. Donc, on va avoir Marie-Pierre Olivier et Stéphanie Ross qui se joindront à nous. Avant de leur céder la parole ainsi que l'écran, j'aimerais quand même vous parler un peu de notre formule de webinaire, les Informagro, qui est une belle collaboration avec mes collègues des créneaux bioalimentaires du Québec, donc le créneau Aliment Santé de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, créneau acéricole qui couvre le Québec acéricole, ainsi que le créneau Transformation qui est en Montérégie. Donc, je les remercie de cette belle collaboration-là et je vous invite à contacter ces différents créneaux si vous êtes dans une région qui sont couvertes par leurs activités. Et sinon, nous vous tenir informés des fois des projets qui sont réalisés par les créneaux, dont nous, Créneaux d'excellence agro-boréal, on est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre mission est de favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement du secteur agroalimentaire boréal. Donc, vous avez mes coordonnées, mais également Élodie et Marielle qui travaillent avec moi. Les Informagro, c'est également une collaboration qu'on a avec Financement Agricole Canada. Donc, qui est Financement Agricole Canada? C'est une société d'État fédéral qui est un prêteur dédié entièrement au secteur agroalimentaire, donc qui couvre autant les activités agricoles que les activités de transformation, et ce sur l'ensemble de la chaîne, donc au niveau des équipements, au niveau de l'approvisionnement, de la production, de la transformation. Donc, ça soutient la croissance, la prospérité de l'industrie. Et c'est quand même un portefeuille de prêts important de 51 milliards de dollars. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage sur Financement Agricole Canada, je vous invite à vous rendre sur leur site web et à contacter l'une de leurs ressources. Je remercie également le réseau AgriConseil qui rend possible la programmation 25-26. Donc, on est à l'avant-dernier webinaire de cette année. On en aura un prochain le 28 mai avec le CRIBIC qui va venir nous parler de valorisation de bioproduits, nous démystifier ce que c'est la bioéconomie. Sinon, ben, je vous invite à vous rendre sur notre site web dans la section Informagro où tous les webinaires, dont celui d'aujourd'hui, se retrouvent enregistrés. Donc, c'est possible d'aller les visionner à nouveau, se rafraîchir la mémoire et sur différents sujets aussi qui sont liés au secteur agroalimentaire et aux pratiques d'affaires qui entourent ce secteur. Donc, je ne prends pas plus de temps, de votre temps, ni de celui de nos présentatrices aujourd'hui. Donc, j'invite Marie-Pierre et Stéphanie à se joindre à nous et elles pourront elles-mêmes se présenter ainsi que présenter l'organisation qu'elles représentent. À vous, mesdames. Ah, juste avant de vous céder la parole, simplement mentionner aux gens de maintenir leur micro fermé pendant la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou encore les garder, puis à la fin, on pourra répondre à quelques questions si on a le temps. Donc, le reste de l'heure est à vous, mesdames. Oui, ben, merci beaucoup, Isabelle. Stéphanie et moi, on est vraiment contents de pouvoir vous voir aujourd'hui, de pouvoir présenter en fait le webinaire qu'on vous a préparé. Juste avant de commencer, on va prendre quelques petites minutes juste pour se présenter un peu, présenter la firme pour laquelle on travaille, le groupe d'Encause, puis par la suite, on va embarquer dans notre contenu. Donc, je vais commencer par moi-même. Mon nom est Marie-Pierre Olivier. Je suis directrice générale, conseillère en stratégie d'affaires et commercialisation au groupe d'Encause. Donc, ça fait 16 ans que je fais de la consultation auprès de diverses organisations, là, surtout des PME agroalimentaires ou aussi tout ce qui touche la construction, les manufacturiers. Donc, c'est les créneaux dans lesquels je suis. Et je suis accompagnée de ma collègue. On va donner en binôme aujourd'hui la conférence, donc Stéphanie Ross. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Moi, ça fait environ 7 ans là, que je suis au groupe d'Encause, conseillère en stratégie d'affaires. Principalement, j'accompagne des organismes à mission et actuellement là, des organisations aussi en transformation alimentaire. Puis, il faut mentionner aussi que Stéphanie est une fille du Lac-Saint-Jean. Donc, je pense que c'est Oui. important qu'on le spécifie dans le contexte actuel. Donc, pour ceux et celles qui connaissent peut-être moins le groupe d'Encore, je vais prendre juste quelques petites minutes pour vous présenter un peu nos domaines d'expertise puis qu'est-ce qu'on fait. C'est souvent pas si évident que ça. Là, aujourd'hui, on voit vraiment pour le côté structurer vos ventes, commercialisation, segmentation. Mais on fait aussi tout ce qui touche la planification stratégique des organisations, planifier la croissance d'organisations pour les 3 prochaines années. On accompagne aussi les équipes
de direction ou les équipes à avancer dans leur gestion interne, de tout ce qui est la gestion du management, puis aussi tout ce qui est l'intelligence de marché, études de marché pour alimenter justement nos questions stratégiques, que ce soit en lien avec la mise en marché, que ce soit en lien avec des segments priorisés. On va toujours pouvoir accompagner les organisations dans la recherche, dans le fond, de réponses à leurs questions pour pouvoir vraiment décider plus facilement puis que ça devienne évident là, de prendre des décisions. Donc, c'est vraiment le domaine dans lequel on se situe. Autre élément, je l'ai dit un peu tantôt, on travaille avec beaucoup de PME à travers le Québec. Puis, les secteurs d'activité qu'on privilégie, en fait, sont entre autres l'agroalimentaire, savoir éducation, les OBNL aussi institutionnels, mais aussi tout ce qui touche le bâtiment, l'industriel et la haute technologie. Donc, c'est vraiment les segments de marché dans lesquels on se positionne et qu'on se plaît à travailler avec. Donc, on a plus de 35 ans chez Dancause de conseils, en fait, et on a d'autant plus d'expérience avec diverses organisations. Fait que nous, notre rôle, c'est vraiment de transférer ce qu'on apprend soit en théorie et aussi sur le terrain, d'être un vecteur de transfert de connaissances excusez, pour les organisations. Sinon, ben, on est quand même une jeune équipe. Là, on est 12 conseillers qui peuvent vous aider ou vous soutenir si jamais vous avez des besoins pour ce qui est la commercialisation et la mise en marché. Donc, on va commencer tout de suite notre présentation, puis à la fin, comme Isabelle l'a mentionné, on va pouvoir répondre à certaines questions s'il reste du temps. Super. Pour commencer, une petite mise en contexte. Donc, pour bien amorcer une démarche de vente, c'est essentiel de bien comprendre le pain du client, c'est-à-dire le problème réel, sa frustration, une préoccupation ou un besoin non comblé qui est vécu. Puis c'est ce point de douleur-là qui va créer une ouverture ou du moins un intérêt pour une vente potentielle, pour un achat potentiel de notre produit. Donc, autrement dit, l'idée, c'est pas de commencer par pousser notre produit ou proposer une solution directement, mais par la compréhension précise du besoin que le client va avoir. Et ce que ça va permettre de bien comprendre c'est quoi le pain, de bien l'identifier, mais premièrement, c'est d'adresser la véritable cause du besoin de notre client, de positionner notre offre de service ou notre produit comme une réponse directe et pertinente. Souvent, il faut comprendre que notre produit peut répondre à différents besoins ou différents problèmes, puis c'est en comprenant ça qu'on est capable de bâtir une proposition de valeur qui va vraiment résonner auprès du client. Puis finalement, ça évite aussi de tomber dans une approche qui va être trop généraliste ou orientée vers le produit. Donc, plus la compréhension de la douleur ou du besoin client va être profonde et évidente pour nous, plus ça va être facile de faire une vente. Ce qu'on a décidé de faire pour essayer de mettre ça un peu plus concret, c'est qu'on est allé voir, en fait, on a trouvé les différents pains de l'industrie, je dirais, là, de nos clients, qui les amenaient à vouloir faire un plan de segmentation. Donc, on va commencer par ça, vous présenter un petit peu, là, c'est quoi les douleurs vécues par nos clients qui nous amènent à faire cette démarche-là de plan de segmentation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Exact. Donc, c'est sûr qu'on s'est basé sur notre expérience, puis peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître là, dans ces éléments-là, mais clairement, le plus gros pain qu'on aperçoit, en fait, par rapport aux ventes là, dans les organisations en transformation alimentaire, c'est vraiment le manque de structure commerciale. Puis c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, dans le fond, on tenait à pouvoir en discuter puis vous présenter un outil pour aider cette structure-là. Souvent, pour se reconnaître puis voir si on fait partie de ces gens-là qui ont ce pain-là, on a certains signaux qui peuvent être observés. Puis nous, c'est ce qu'on a remarqué dans l'industrie. Par exemple, une entreprise qui n'a pas de segmentation de clients, puis qui n'a pas de catégorie de clients qui sont définis clairement à l'interne, ben ça, c'est une problématique parce que c'est de là que tout part, en fait, pour pouvoir structurer nos ventes. Si on n'est pas capable en tant qu'organisation de se dire qui sont nos segments prioritaires, qui sont nos clients prioritaires et tout le monde est traité de la même façon, déjà là, c'est un signe, dans le fond, qu'on semble répondre plus aux opportunités ou à la demande des clients versus être proactif. Si on n'a pas non plus de critères clairs qui nous permettent de définir des opportunités, comme toute organisation, on le sait, on le voit, des opportunités, il y en a toujours, mais quand est-ce qu'on sait si c'est une opportunité, on dit oui ou non? Plus la segmentation va être claire, plus facile ça va être de dire oui ou non à une opportunité. Donc, si on n'est pas capable de le faire rapidement, bien déjà, on peut penser qu'il y a un manque de structure à l'interne. Une entreprise qui va dépendre d'un gros client, qui va vraiment être à la merci d'eux, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être un manque de structure à ce niveau-là. Si on a une approche, on appelle ça one size fits all, c'est-à-dire d'avoir le même discours avec tous nos clients,
bien déjà, là, comme Stéphanie le disait, ça veut dire qu'on ne comprend pas nécessairement bien les besoins, les peines que nos clients ont, parce que dans le fond, tout le monde a des besoins différents, puis on a un service différent, puis même des produits différents, un discours différent à avoir. Donc ça peut être un élément qui peut être observable. Si nos ventes, dans le fond, tous les efforts sont dispersés, qu'on a peu d'objectifs ou même pas d'objectifs de croissance pour nos équipes de vente, qu'on n'est pas capable de les mesurer, savoir s'ils sont performants ou pas, ça peut être aussi un signe qu'il y a un manque de structure commerciale à l'interne. Je continue encore avec d'autres peines, en fait, possibles qu'on voit. Si on n'est pas capable de prévoir les ventes qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années pour arrimer notre planification, ça, c'est un signe qu'on a peu de structure. Si on souhaite développer des nouveaux marchés, mais qu'on n'a pas de stratégie, on a juste un souhait de développer l'Ontario, par exemple, on ne sait pas avec quel segment y aller, avec quel distributeur y aller, avec quel... Là, on peut voir qu'il manque un peu de stratégie. Si on est plus du genre opportuniste plutôt que stratégique, ça peut être un autre signe. Le manque d'outils ou de processus à l'interne, si notre équipe de vente n'est pas équipée d'outils pour pouvoir soit présenter, faire la promotion, structurer, suivre des projets, ça peut être un signe aussi de manque de structure. Les décisions, ça, on le voit souvent, là, les décisions commerciales qui sont prises sur l'intuition versus la donnée. Nous, on dit, dans le fond, prendre des décisions sur notre feeling versus des faits là, qui sont vraiment tangibles. Quand je parlais tantôt d'intelligence de marché, c'est vraiment à ça qu'on veut répondre. Là. L'intuition est bonne, mais jusqu'à un certain moment, pour prendre des décisions puis faciliter tout, il faut aller chercher de l'information sur le marché. Donc, on peut voir que c'est un autre signe. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, dans l'organisation ou une organisation vous parle que toute l'information des ventes se trouve dans la tête des vendeurs, mais qui n'est pas véhiculée à l'interne, ça, c'est un autre pain aussi qu'on peut avoir. Et un autre élément qu'on entend aussi souvent, c'est que de ne pas savoir si la performance de notre équipe de vente est bonne ou pas, qu'on ne soit pas capable de l'analyser, de l'évaluer. Ça, c'est un autre signal qu'il manque de structure à l'interne par rapport aux ventes. Donc, c'est quoi le bon outil pour structurer les ventes? On l'a déjà nommé. Nous, ce qu'on voit, c'est le plan de segmentation. Pourquoi on a touché aussi à ça? C'est parce que souvent, on est trop centré sur notre propre offre plutôt que où elle va atterrir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec la vision client à ce moment-là de notre marché. Et à quoi ça va servir, ça, le plan de segmentation? Bien, justement, d'être plus orienté marché plutôt que produit. De savoir aussi c'est quoi la valeur qu'on va créer et pour qui. Privilégier certaines activités, parce que quand même, ce plan-là va nous permettre de prendre des décisions stratégiques. On va le voir un peu plus tard. Servir d'outil aussi pour structurer l'intelligence collective. Marie-Pierre l'a dit dans la cétate précédente, quand tout est dans la tête d'un vendeur, c'est plus difficile de le communiquer à l'interne puis d'être capable d'avoir toute la même vision sur c'est quoi nos priorités. Donc là, en l'ayant vraiment sur papier, c'est facile là, de le communiquer puis de le partager puis que ce soit facile pour tous à comprendre. Et finalement, prendre des décisions avec des références, donc basées sur des faits. Petite définition de la segmentation. Donc, c'est quoi la segmentation? C'est une technique de marketing qui sert à identifier puis à séparer votre marché global en plusieurs sous-groupes d'acheteurs potentiels qui vont avoir des motivations, des besoins, des caractéristiques spécifiques entre eux. Et qui vont aussi présenter un comportement d'achat qui va être homogène. Donc, vous voyez, à gauche, c'est vraiment le marché global avec les différents types de clients qu'on peut identifier. Des fois, ça peut être flou quand on n'a pas fait la segmentation, donc ça reste comme ça. Puis un petit peu comme on mentionnait tantôt, on va peut-être avoir la même démarche de vente pour tous. Versus à droite, où là, on a pris le temps de vraiment segmenter les clients. Donc, chaque segment va avoir des caractéristiques spécifiques. Puis c'est vraiment cet objectif-là là, qu'on veut atteindre. Comment on fait pour segmenter? Bien, premièrement, une erreur à éviter, c'est de faire un produit pour un type de client. Il va y avoir de la perte d'énergie, puis c'est pas vers là qu'on veut aller. Juste pour donner un petit ordre de grandeur, là, puis ça varie vraiment d'une organisation à l'autre, mais on peut partir peut-être de 4 à 5 segments jusqu'à 8 à 10 plus ou moins, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur là, du nombre de segments qu'on peut peut-être avoir là, quand on va identifier nos segments de clientèle. Et la manière de segmenter, il y a différentes façons de le faire. Ça va être encore une fois propre à votre organisation, mais voici quelques exemples. Puis on va aller dans des exemples plus concrets, vraiment tirés du secteur agroalimentaire là, dans les prochaines minutes. Mais par exemple, il y a la segmentation par besoin, donc industriel, des secteurs publics, par particulier par exemple. Des types d'entreprises, petites, moyennes ou de grande taille, on pourrait les séparer comme ça.
secteur d'activité, que ce soit en agroalimentaire, en santé, en service. On voit que c'est très différent. Ils vont avoir des besoins différents et ils vont avoir des caractéristiques aussi différentes. De personas, donc surtout en B2C, avec des profils types selon leur rôle, leur motivation, leur comportement. De pensée ou de valeur, des visions spécifiques, des cultures différentes, un niveau d'innovation, un rapport au risque, etc. Et des réseaux de distribution, pardon, qui sont souvent là, qui font souvent référence dans le secteur agroalimentaire, là, donc par exemple l'industriel, du détail ou du HRI. Donc, la première étape, c'est vraiment de prendre le temps de segmenter notre clientèle. C'est vraiment important de ne pas sous-estimer cette réflexion-là parce que tout va découler par la suite là, dans notre plan de segmentation. Donc, si on commence à compléter ce plan de segmentation-là puis qu'on se rend compte que finalement, on a mal découpé notre clientèle, ça rajoute beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de faire cette réflexion-là approfondie. Quelques conseils qu'on a dans votre réflexion, mais premièrement, c'est de voir un petit peu comment fonctionne votre industrie, donc faire des recherches. Est-ce que comment vos concurrents découpent eux-mêmes leur segment, leur clientèle? Est-ce qu'il y a des études de marché qui sont faites dans l'industrie où on voit un petit peu là, les informations qui ressortent puis comment le marché est découpé? Donc ça peut vous donner des indices aussi sur comment vous pouvez découper votre propre marché. Et un autre truc pour vous aider à faire le découpage, c'est de vraiment lister vos clients actuels et vos clients potentiels, puis de les répartir en sous-groupes. Fait que des fois, ça peut vous aider, là, ça met les choses un peu plus concrètes pour avoir cette réflexion-là, puis voir un petit peu c'est quoi les caractéristiques qui différencient chacun des groupements que vous allez avoir fait. Parfait. Puis, juste pour aider un peu à illustrer là, la segmentation, parce que, comme Stéphanie l'a dit, c'est vraiment l'étape cruciale. C'est bon de prendre le temps de bien la réfléchir avant de commencer. On voulait vous aider déjà en commençant en disant, ben, dans l'industrie, généralement, comment c'est fait, c'est qu'il faut vraiment distinguer si l'entreprise, sa clientèle majoritaire est en B2C ou B2B. B2C, business to consumer, dans le fond, c'est faire directement affaire avec les consommateurs finaux. Par exemple, si vous vendez en ligne via votre site Internet, ben, clairement, il pourrait y avoir une segmentation B2C. Si tel est le cas, dans le fond, la segmentation, on va vraiment plus la faire en termes de persona, c'est-à-dire de définir des groupes de comportements, des groupes de consommateurs, en fait, avec des comportements similaires qu'on peut retrouver. Ce que nous, on fait plus souvent, c'est vraiment tout ce qui est plus B2B. B2B étant de faire affaire avec des entreprises, en fait. Puis on le sait que dans l'alimentaire, c'est B2B2C parce que inévitablement, la personne avec qui on fait affaire, l'entreprise, va finir par vendre à un consommateur. Mais c'est vraiment la segmentation qu'on le voit le plus souvent là, avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, on va avoir à définir si l'entreprise veut cibler plus le détail ou plus le HRI, food service, service alimentaire, qui sont tous des synonymes. Là, on a vraiment deux grosses familles qui sont plus en termes de canaux de distribution, mais c'est vraiment la segmentation qu'on voit le plus souvent. Et même des fois, là, j'ai même des exemples à vous présenter pour peut-être vous aider un peu à définir justement, ça serait quoi la ligne du haut selon, dans le fond, le souhait de croissance que vous voulez avoir, puis le positionnement que vous voulez avoir. Par exemple, ici, on a une segmentation qui est faite pour une entreprise qui désire plus avoir un impact sur le détail. C'est vraiment, donc, quand on dit détail, la personne veut pousser de plus en plus une ou plusieurs marques là, selon l'entreprise. Donc, ce qu'on peut voir comme segmentation, c'est qu'il y a une segmentation 1 qui est toutes les warehouse clubs, qui est les Costco de ce monde et entrepôts. On a une segmentation aussi qui est plus épicerie et mass merchandisers. En fait, tout ce qui est les grandes bannières d'épicerie qu'on connaît. Tout aussi ce qui est au niveau de la pharmacie, parce que oui, il y a une offre alimentaire qui peut être offerte aussi à la pharmacie, puis des fois, on a tendance à peut-être la sous-estimer. Ou tout ce qui est le segment aussi indépendant qu'on comprend, qu'on a mis dans un melting pot, soit des bannières indépendantes, des commerces indépendants, mais qui auraient un intérêt à vendre notre marque ou nos produits. Et eux, dans le fond, ont quand même aussi un volet HRI dans ce cas-ci, mais étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire pour eux, il est là, mais par opportunité, il existe, mais on ne l'a pas sous-segmenté. On a aussi l'exportation là, qui peut être une possibilité. Donc, quand on est plus dans le détail, voici le genre de segment qu'on peut retrouver. Dans un autre exemple, une entreprise, en fait, qui serait plus au HRI puis qui a plus le goût de vendre des solutions là, pour soit la restauration. HRI, en fait, étant hôtellerie, restauration, institution, juste pour définir l'acronyme. Donc, ici, on peut le définir, par exemple, puis ça, c'est un exemple concret aussi.
HRI étant comme le premier segment résidence privée pour aînés. Il y a une offre alimentaire, donc on sent que notre solution peut aider ces gens-là. Tout ce qui est chaîne de restaurants avec viande. Fait que, on voit que ça va quand même plus précis que juste dire ben, on veut cibler les restaurants, l'institution. On définit clairement où on peut avoir un impact puis où il y aura un meilleur fit avec quand on expliquait le pain et la solution, le produit. Donc, c'est ce qu'on essaie de trouver. L'événementiel aussi, dans ce cas-ci, est un segment important. Le transport, parce que là aussi, il y a une offre alimentaire, dans le fond, dans l'aérien, le train, la croisière qu'on ciblait. On veut même aussi explorer, puis là, dans les segments plus potentiels, mais tout ce qui est mine et camp, parce que là aussi, il y a une offre alimentaire. Le détail pour eux est le contraire de l'autre. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on veut utiliser par opportunité, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, donc on ne l'a pas sous-segmenté. On parle aussi de co-packing, puis ça, je vais y revenir tantôt. Puis encore une fois, on a l'export aussi hors Canada, là, qui est un segment intéressant. Il existe aussi une autre segmentation qui est souvent oubliée, mais qui existe dans l'alimentaire. C'est, dans le fond, on fait des aliments, donc ce qu'on produit comme produit peut devenir un ingrédient pour une autre entreprise, par exemple. Puis là, on appelle ça une segmentation qui est plus axée vers l'industriel. Certains vont l'appeler vers les transformateurs alimentaires. Puis là, dans le fond, on a plus un positionnement d'ingrédients. Fait que notre ingrédient, dans le fond, qu'on fabrique, dans ce cas-ci, cet exemple-ci, c'est un mélange d'herbes, en fait. Un mélange d'herbes qui est l'ingrédient, qui, ça, peut très bien être intéressant pour le segment des kombucha et compagnie. On a même ciblé la microbrasserie, autres boissons à bord d'herbes, herboristes, en fait. Là, on change un peu de sous-segment. Les cosmétiques aussi, parce que même si on a des produits alimentaires, ça ne veut pas dire que nos segments vont toujours être dans l'alimentaire. On peut peut-être penser à les mettre dans une autre optique. Donc là, ici, les herbes, ça fitait bien avec le cosmétique. Puis la nourriture pour animaux. Fait qu'on a décidé de faire des sous-segments, mais vraiment par rapport aux transformateurs industriels. Et j'ai quand même aussi un dernier exemple à vous proposer, qui est par rapport à une entreprise. C'est quand je disais tantôt qu'un des pains était une dépendance à un client ou à un segment, des fois, on se rend compte qu'on a besoin de croître pour X raisons, parce qu'on a une capacité de production, parce qu'on a besoin d'avoir des revenus supplémentaires, peu importe la raison, mais qu'il faut évaluer des segments potentiels. Donc là, dans ce cas-ci, c'est qu'on a fait une segmentation avec les clients actuels et potentiels. On a une grosse dépendance aux détails dans ce cas-ci, fait qu'on a voulu évaluer c'est quoi les autres opportunités qui pourraient être intéressantes, les segments potentiels sur lesquels on pourrait mettre des efforts éventuellement. Donc, on a ciblé tout ce qui est autres détails avec les autres gros joueurs. Ici, on parle par exemple de Walmart, TIC Géant, qui sont aussi dans l'alimentaire, mais moins dans notre tête en termes de Sobeys, Loblaws ou Metro. On a ciblé aussi les dépanneurs pharmacie, aussi le monde de la distribution. Quand il y a des segments qui sont moins intéressants pour nous, des fois, on se dit juste la stratégie peut être d'avoir un distributeur, puis la personne fait plus la job pour nous. Donc, ça, c'était une éventualité. Le food service aussi a été analysé. L'industriel qu'on a vu précédemment et aussi la marque privée. La marque privée aussi, ça peut être un bon moyen de se diversifier des fois quand on a des infrastructures, une capacité de production supplémentaire. Donc, c'est seulement des exemples ici pour dire comment la segmentation peut être faite, mais vous comprendrez que lorsqu'on fait notre segmentation, c'est tout ce qui va guider nos choix et la structure de nos ventes. Là, fait qu'on s'en va vers ça. Donc, à quoi ressemble concrètement l'outil? La première étape, on vient de l'avoir, c'est vraiment d'identifier nos différents segments. On a vu qu'il y a différentes manières de le faire, puis même pour différentes entreprises en agroalimentaire, chaque entreprise va avoir sa propre segmentation. Une fois que c'est fait, on va compléter le plan de segmentation. Donc, il y a 3 catégories. La première, c'est la description du segment. Donc, quand on a seulement un nom, l'idée de sortir ça de notre tête, de la tête des vendeurs, puis de l'amener à l'équipe, premièrement, prenons le temps de faire une définition, de bien définir c'est quoi le segment. Donc, identifier c'est quoi les caractéristiques là, qui les rejoignent. Ça peut être par rapport à leur taille, la localisation, l'étendue géographique, les types de clients, le réseau de distribution, le volume des ventes, etc. Fait que, name it, l'important, c'est vraiment qu'on soit capable de bien caractériser qu'est-ce que ce segment-là est. Et pour faciliter les choses, la deuxième ligne, c'est les exemples de clients. Donc, on rajoute toujours des exemples de clients qui sont actuels ou potentiels pour bien visualiser qu'est-ce que c'est ce segment-là. Et l'offre vedette, donc c'est quoi les principaux produits ou services qu'on va vendre à ce segment-là? On ne veut pas la liste complète et indéfinie, mais on veut vraiment, principalement, c'est quoi l'offre qui les intéresse. Et finalement, besoins et défis communs. Donc, c'est quoi leurs besoins qui rejoignent vraiment ce segment-là et les problèmes qu'ils vivent. Une erreur à éviter, on l'a déjà mentionné aussi au courant de la présentation, mais
éviter d'être orienté produit plutôt que client. On veut vraiment partir du besoin client puis de leur pain et de ce qu'ils vivent eux. Et pour ça, il faut pas se fier sur nos perceptions. Donc, prenez le temps d'aller parler à vos clients, que ce soit des clients actuels ou potentiels. Prenez leur rapport en note. C'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes. Allez chercher l'information. L'idée, c'est vraiment, puis ce plan-là va être vraiment utile si on se base sur des faits et non des perceptions. Donc, cette partie-là est vraiment très importante. La deuxième section, c'est l'environnement externe. Donc, il y a deux éléments ici, les principaux concurrents et pestent les tendances lourdes. Donc, pour chacun des segments, s'ils n'achètent pas leurs produits, ils l'achèteraient auprès de qui? On veut identifier les concurrents directs et indirects. Encore une fois, prenez le temps de parler directement avec vos clients pour voir où ils s'approvisionneraient. Et les tendances lourdes, encore une fois, par rapport à ce segment-là, c'est quoi qui les impacte? Donc, en mode pestel, là, quand on dit ça, c'est sur les différents aspects politiques, économiques, sociodémographiques, technologiques, environnementaux, légal, etc. Donc, pour chacun des segments, qu'est-ce qui sont les éléments qui vont les toucher dans les prochaines années? Puis c'est quoi les tendances qui les touchent? Y a-t-il des modes, etc. Je ne l'ai pas mentionné non plus, mais c'est quand même important. J'ai parlé à nos clients directement, mais des experts aussi dans l'industrie. Ça peut être intéressant là, d'aller chercher des informations de leur part. Puis je vous dirais, nous, quand on accompagne les clients, on a souvent des entrevues individuelles qui sont faites autant en mode audit client auprès des clients ou d'experts dans l'industrie. Et il y a beaucoup d'informations qui ressortent là, autant pour les tendances que pour les concurrents. La dernière section du plan de segmentation, ça va être la proposition de valeur. Donc, c'est quoi le processus de décision? Qui va décider? Qui va influencer? Ça va être quoi les différentes étapes pour pouvoir vendre le produit? Et identifier c'est quoi les must-have. Donc, c'est quoi les no-brainers, ce qu'il faut vraiment qu'on puisse cocher là, pour pouvoir entrer chez un détaillant, par exemple. Puis les nice-to-have, donc qu'est-ce qui est le fun qu'on peut sortir de notre poche puis qu'on sait qu'ils vont apprécier. Aussi les attentes envers nous. Donc, à quoi ils vont s'attendre selon leur rôle. Donc, selon à qui on va parler, ça va être qui est notre interlocuteur. C'est quoi, eux, leurs objectifs puis leurs attentes. Et sur quels critères ils vont nous juger. Et finalement, notre proposition de valeur. Donc, pourquoi notre client potentiel va nous choisir nous plutôt qu'un concurrent? On propose toujours là, une phrase, là, notre proposition au client de ce segment est X, Y, Z. Donc, prenez le temps de réfléchir puis de bien identifier ça. Ça peut sembler facile là, de prime abord quand on regarde les différentes questions puis les différents éléments à compléter, mais bien honnêtement, souvent ce qu'on dit à nos clients, c'est si vous les connaissez bien, effectivement, ça va être facile puis c'est super, mais l'idée, c'est de se passer sur vraiment, pas juste des perceptions. Donc, des fois, là, dans la complétion de ces documents-là, on se rend compte qu'il y a des questions qui sont soulevées, puis on a besoin là, d'aller questionner un peu plus en profondeur pour bien les comprendre. Je veux rappeler aussi que ce document-là, c'est intéressant parce que ça nous permet de communiquer au reste de l'équipe qu'est-ce qu'on a dans notre tête, puis de bien faire comprendre à la gang c'est qui nos différents segments, puis à quoi ils ressemblent, puis c'est quoi leur particularité. Exact, parce que dans le fond, tout ce qui est la segmentation, vous comprendrez que ça va devenir le langage commun de l'organisation, de l'entreprise. Puis le but, c'est que tout le monde dans l'organisation soit capable de savoir c'est quoi les segments dans lesquels on veut se positionner, puis juste savoir pourquoi on a choisi ces segments-là. Ça permet de tout raconter l'histoire. Puis comme on l'a dit, ça permet de mettre sur papier, bien synthétiquement, tout ce que le monde a dans leur tête. Donc, c'est un bel outil de partage d'intelligence collective. Donc, je concrétise encore une fois ce plan-là parce que nous, on a l'habitude d'accompagner les entreprises à pouvoir le remplir. Certaines entreprises vont vouloir le remplir seules puis vont vouloir se faire une tête. Il y a vraiment un côté intéressant de le faire accompagner puis de le faire en équipe. Ici, je vous montre un exemple de ce qui a été fait dans un cas réel avec une entreprise en alimentaire, là, sans la nommer nécessairement, mais juste pour dire un peu c'est quoi le parcours, parce que la première étape, c'est d'abord de remplir le plan de segmentation tel que Stéphanie vient de le présenter avec notre gang, notre équipe. Par exemple, dans ce cas-ci, on a fait des ateliers de co-création avec l'équipe de vente pour faire le plan de segmentation. D'abord, définir notre segmentation, puis on a décidé de faire deux plans. Le plan que vous avez vu, dans le fond, on en a fait un pour la rachérie, puis un pour le détail, parce que l'entreprise voulait vraiment se positionner dans les deux, mais précisément dans certains sous-segments.
Donc, pour remplir ça, la première fois, on l'a fait avec le jus de cerveau de tout le monde autour de la table. Ce qui a été intéressant, c'était vraiment de partager des opinions, voir un peu c'est quoi l'information qu'on a, mais surtout, c'est quoi l'information qui nous manque pour vraiment pouvoir prendre des décisions, à savoir quel segment on priorise ou pas. Donc, suite à nos premiers ateliers avec l'équipe, on est parti et on a fait des plans d'intelligence de marché. C'est-à-dire qu'on s'est fait un plan d'intelligence de marché achéri pour se dire, nous, on a besoin d'aller parler à du monde pour justement apporter des faits autour de la table pour continuer de remplir le plan avec des éléments du marché. Donc, on a prévu certaines entrevues dans ce cas-ci avec des représentants de notre courtier, de notre distributeur, puis certains experts achéris qu'on a identifiés pour vraiment mieux comprendre un peu c'est quoi les tendances de l'industrie dans la chérie, c'est quoi les concurrents auxquels on peut se cogner, puis quelles sont leurs forces à eux, puis quels sont leurs points améliorés. Puis surtout, c'est quoi les besoins, puis les peines justement de ces clients-là dans la chérie. On a même fait un petit questionnaire là, vraiment, vraiment très bref là, qu'on a, on a remis aux représentants courtiers pour qu'eux aillent chercher de l'information plus précise, comme par exemple, dans ce cas-ci, c'est quoi les équipements qui sont en cuisine? C'est qui les concurrents qu'on voit sur la table? Qu'est-ce qu'on voit dans la salle, dans le fond, du restaurant pour voir c'est quoi les critères, justement, qui nous permettent de cibler plus un restaurant qu'un autre, par exemple. On a aussi fait des entrevues individuelles avec des clients actuels et potentiels pour connaître un peu leur satisfaction. Ça, c'est tout le temps le prétexte pour lequel on les fait, mais nous, derrière tout ça, on veut vraiment les chercher. C'est quoi les besoins? Comment ils ont évolué dans les dernières années? Eux autres, c'est quoi leur pain justement dans leur job? C'est qui les concurrents? On a beaucoup d'informations sur les concurrents qu'on peut aller chercher avec nos clients parce que des fois, ils vont faire affaire avec d'autres. Donc, c'est important d'aller chercher l'information de leur perception. Puis aussi, le marché a changé comment? Là, dans ce cas-ci, on a fait ces audits-là en plein milieu de la COVID, dans le fond. Fait que, c'est sûr que là, le marché avait changé, fait qu'on avait besoin de se reconnecter avec la nouvelle réalité. Puis on l'a aussi refait après pour voir justement on est rendu où là aujourd'hui. Fait que c'est un exercice qui peut quand même être fait à plusieurs reprises, mais dans ce cas-ci, on l'a fait vraiment pour bien comprendre puis répondre aux questions du HRI du client. On a aussi fait un plan d'intelligence de marché pour le détail, qui est toujours le même concept, là. On est allé parler avec des directeurs de catégorie de diverses bannières de détail pour mieux connaître la satisfaction, la réalité, leurs besoins. Puis c'est là qu'on se rendait compte que dans le détail, avec les grandes bannières, par exemple, ça a beaucoup évolué en termes de pain puis de besoins. C'est sûr qu'avec ce type de client-là, on a besoin vraiment de faire valoir notre taux de roulement de produit. On a besoin de montrer que notre taux de rotation, en fait, de produit est quand même accéléré, là, que ça se vend bien. Donc, il faut arriver préparé avec de la donnée. C'est des choses qu'on apprenait. Puis, il faut aussi vendre une capacité de production parce que les autres, dans le fond, ils ne vont pas aller avec toi si tu n'es pas capable de pouvoir fournir. Donc, ça, c'est des éléments qui sont différents du HRI, par exemple. Fait que c'est d'où l'importance de vraiment faire des plans différents là, pour tous et chacun, faire une sous-segmentation. Il y a une chose aussi qui est intéressante qu'on peut faire, c'est la notoriété de l'entreprise, en fait, la mesurer. Souvent, les gens disent, on met beaucoup d'argent en publicité, mais c'est difficile de pouvoir quantifier qu'est-ce que ça donne comme résultat. Bien, sachez qu'il existe le sondage Omnibus là, qui est offert, je pense que par somme ou par léger. Là, en tout cas, je n'ai pas de parti pris anyway. Mais l'idée, c'est que pour vraiment pas trop cher, pour je dirais 2-3 000 là, ça dépend, c'est une notion, de dire si c'est cher ou pas, mais on peut poser une question à travers un sondage générique pour connaître notre notoriété d'entreprise. Fait qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça nous donne, dans le fond, un objectif mesurable à savoir si nos actions marketing, par exemple, payent au cours des années. Fait que si on le refait aux 2 ans, ce sondage-là, c'est le fun de voir l'évolution ou pas. Un autre élément qu'on a fait, puis c'est super important aussi, les salons alimentaires. Quand je disais tantôt dans une segmentation qu'on a besoin de mieux comprendre un nouveau marché qu'on connaît moins, souvent les salons alimentaires, c'est là que ça se passe. Tous les joueurs se retrouvent à un même endroit. C'est le temps de poser nos questions, ou du moins, c'est peut-être pas le temps de poser toutes nos questions, mais de faire contact avec des gens qu'on va pouvoir se permettre de recontacter par la suite, là. Ça, on l'a fait entre autres parce qu'on voulait mieux comprendre la marque privée. Donc, on a fait un salon en marque privée là, pour mieux comprendre les joueurs, comment ça fonctionne, les dynamiques, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs exigences. Donc, ça, c'est important. Puis aussi, un autre élément qui est quand même souvent négligé, mais qui est super important, de ne pas hésiter à prendre contact avec des leaders d'entreprises qui sont peut-être plus grosses que nous en alimentaire, mais qui ne sont pas concurrentes. Souvent, il y a du monde, ça va leur faire plaisir de faire du mentorat. Puis dans ce cas-ci, on a quand même identifié une personne qui a aidé justement l'équipe de vente avec
en les mettant en contact avec un mentor qui les a fait évoluer aussi, puis a pu répondre là, à certaines questions de notre plan de segmentation. La troisième étape qu'on a faite avec eux, vous voyez, là, c'est quand même, on peut faire ça short, la segmentation, mais on peut aussi y mettre beaucoup de jus de bras. Ça va faciliter les décisions, puis ça va vraiment nous aider dans le développement futur de l'organisation quant aux ventes. Donc, on a fait une analyse comparative avec une entreprise similaire qui était dans un autre pays, qui nous a permis de voir un peu c'est quoi leur segmentation, leur modèle d'affaires, leur stratégie de croissance. C'est là qu'on a réalisé que notre modèle avait bien du sens. Puis ça nous permettait aussi de voir ça serait quoi les prochaines étapes de croissance puis les investissements à faire. Parce que cette entreprise-là ressemblait beaucoup à celle qui a été analysée, mais était plus grosse. Fait que ça a permis de voir qu'est-ce qu'on allait ajuster dans les prochaines années puis qu'est-ce qu'on devait faire. Donc, c'était un exemple d'accompagnement quand on dit que la segmentation peut prendre beaucoup de temps et d'efforts, là, on y avait mis beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre des meilleures décisions. La prochaine étape, donc, le plan de segmentation, c'est beaucoup de la compréhension du marché, aller chercher de l'information, bien le comprendre. Nous, on ajoute une nouvelle section qui est le plan de commercialisation. Donc, c'est vraiment à ce moment-là une analyse stratégique sur les orientations commerciales qu'on va prendre. On l'a vu, là, il peut y avoir beaucoup de segments. Là. Si on parle juste de 7 segments ici, on ne va pas mettre le même niveau d'effort pour développer chacun des marchés. Ça n'aurait pas de sens. On va brûler nos énergies, puis les résultats risquent de ne pas être au rendez-vous comme on le souhaite. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps d'avoir vraiment une réflexion sur quels vont être nos segments stratégiques et porteurs et où on va mettre de l'énergie et les autres où ce sera peut-être plus par opportunité, par exemple. Donc, première réflexion, première ligne, le potentiel futur. D'ici les 5 prochaines années, par exemple, est-ce que le segment va prendre moins, autant ou plus de place dans nos profits, dans nos revenus? Puis ça, on va l'évaluer un petit peu avec le niveau d'effort qui est requis. Donc, pour développer ce segment-là, est-ce que ça prend beaucoup d'efforts? Ça se peut que ce soit payant, mais ça se peut que ce soit très, très difficile. Fait qu'est-ce que c'est vraiment là qu'on veut mettre nos efforts dans les prochaines années ou on vise d'autres segments, puis celui-là, il est plus par opportunité? C'est toutes des questions à se poser puis des analyses à faire. Ensuite, priorité stratégique, donc identifier c'est quel niveau de priorité stratégique qu'on va mettre pour chacun des segments et les informations manquantes. Donc, à travers les discussions qu'on a eues, à travers l'analyse qu'on vient de faire, il y a peut-être encore des informations qu'on n'a pas. Prenez le temps de les noter pour qu'on puisse voir comment on va faire pour aller les chercher, puis avoir une plus grande profondeur encore dans l'analyse qu'on va faire, puis les décisions qu'on va prendre. Encore une fois, on est tannante avec ça, là, mais prenez le temps de vous baser sur des faits, pas juste des perceptions dans vos décisions. Puis parler avec des gens dans votre environnement, dans votre écosystème, ça vaut la peine, puis ça l'aide à aller chercher une compréhension, puis de prendre les meilleures décisions. Une fois qu'on a identifié quel segment on priorise, ben là, l'idée, c'est d'aller chiffrer ça. Donc, on descend l'hélicoptère d'un niveau, au niveau un peu plus concret. C'est quoi les objectifs stratégiques qu'on a pour chacun des segments? Donc, est-ce qu'on a une croissance au niveau des ventes? Ça va être combien en dollars? Est-ce qu'on veut développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés qui vont être alignés avec un segment en particulier? Donc, prenez le temps d'identifier ça. Comment on va se positionner aussi? Ça va être quoi notre discours, nos arguments de vente auprès des joueurs dans ce segment-là? Et au niveau des 5 P du marketing, donc comment on se positionne encore une fois par rapport à notre produit, ce qu'il faut ajuster des formats, le prix, la promotion, comment on va communiquer, nos distributions et l'équipe de vente ou l'approche, comment on va, est-ce qu'on a des choses à adapter par rapport à chacun des segments? Et finalement, les actions marketing, vente et communication, c'est quoi les actions qu'on veut mettre en place pour développer là, ces ventes-là pour les différents segments? Je reviens encore avec le cas précédent, en fait, où on est allé faire des plans d'intelligence de marché. Suite à ces plans-là, en fait, pour continuer le plan de commercialisation, et surtout prioriser, les étapes qui ont suivi, là, c'est une fois que tous les plans ont été faits, parce qu'on a vraiment, là, je vais dire un anglicisme, on a vraiment dispatché les recherches entre l'équipe. C'est pas juste dans cause qu'elles ont fait les recherches. L'équipe a aussi participé, c'est super important, aux entrevues avec les clients et avec les courtiers. Donc, on s'est vraiment séparé, partagé les tâches. Donc, suite à ça, on a fait un atelier où on s'est tous présenté les résultats, en fait, de tous ces plans-là. Et ces résultats-là qui nous ont vraiment permis de comprendre
où on aurait plus de valeur à mettre des efforts comme entreprise, où il y avait plus de fit. C'est là qu'on s'est dit, il y a des segments prioritaires, secondaires et par opportunité. Et ça, dans le détail et à chérie. Donc, dans la chérie, il y avait certains segments qui étaient prioritaires et dans le détail, certains étaient prioritaires. Quand on dit prioritaire, c'est pas nécessairement que c'est eux qui génèrent le plus de ventes présentement, mais c'est eux sur lesquels on veut mettre plus d'efforts de vente. Donc, c'est vraiment notre équipe de vente, on va l'aligner vers ces segments-là. Ceux qui sont secondaires, c'est des segments qui nous intéressent, mais il y a peut-être un ou deux clients seulement qui nous intéressent là-dedans. C'est peut-être pas tout le segment. Donc là, puis c'est des fois un segment qu'on veut explorer, qu'on n'est pas certain, mais on va mettre un peu d'effort, mais ça ne sera vraiment pas toutes nos énergies. Puis souvent, là, quand on parle de prioritaire, secondaire ou par opportunité, on parle dans cube d'énergie là, pour dire l'équipe met plus de cubes où. C'est plus facile à comprendre. Puis aussi par opportunité. Il va toujours demeurer des segments qu'on va garder par opportunité, qu'on ne fera pas nécessairement le plan de commercialisation que Stéphanie vient de présenter. Si on a une demande de ces clients-là, on évalue si on a la capacité à l'interne, mais normalement, ces opportunités-là, on ne veut pas qu'ils viennent défocuser notre alignement qu'on est en train de bâtir avec nos segments. Donc, pour faire un plan de commercialisation, on va le faire seulement pour nos segments prioritaires et secondaires. C'est avec ceux-là qu'on va mettre des objectifs de vente, des stratégies pour aller chercher des nouveaux clients ou continuer de cultiver nos clients actuels. C'est avec ces segments-là qu'on va vraiment définir un positionnement clair de notre marque, de notre produit, de notre solution. Et c'est avec ces segments-là aussi qu'on va aligner toutes les actions marketing et vente de l'année. Donc, ce travail-là, qui est le plan de segmentation et le plan de commercialisation, qui aide à la mise en marché, ça aide vraiment à dire non aux projets qui ont l'air alléchants à prime abord. Mais quand on sait c'est quoi la ligne directrice, on sait sur quoi l'équipe doit avancer puis mettre les efforts, c'est beaucoup plus facile de dire non au projet, là. Là, ici, c'est juste l'exemple un peu tantôt que je mentionnais avec certains exemples de segmentation. À la fin, là, on le sait, c'est quoi nos segments prioritaires, secondaires et par opportunité. Donc, c'était juste une image là, pour qu'on puisse comprendre cet élément-là. Donc, c'est quoi les bénéfices, en gros, d'un plan de segmentation et commercialisation, selon toujours notre expérience puis ce que les clients nous disent? Mais premièrement, ça permet de mettre les efforts de développement et de maintien de clients à la bonne place. On l'a dit, ça donne un alignement à l'équipe des ventes. Un autre élément aussi que ça permet de faire, c'est vraiment de structurer l'organisation, l'équipe des ventes, savoir c'est quoi les compétences puis c'est quoi les réseaux de distribution que j'ai besoin de développer plus. Donc, par exemple, ça va nous amener des fois à embaucher quelqu'un qui a une expérience X dans un domaine X. Si on s'est dit que notre segment prioritaire, par exemple, était les restaurants avec viande, puis on a besoin d'embaucher quelqu'un, clairement, on va aller chercher quelqu'un qui a l'expérience en restauration puis qui a déjà peut-être même un réseau, là. Donc, ça permet vraiment de définir qui dans l'équipe on a besoin puis quel rôle ces personnes-là doivent faire. Ça nous permet aussi de choisir nos partenaires de vente. Dans l'alimentaire, on a besoin souvent de courtiers, distributeurs. Bien, c'est qui les bons joueurs? Parce que chaque joueur a sa spécialisation. Donc, c'est plus facile d'aller chercher avec qui on va y travailler quand pour nous, c'est clair les segments qu'on veut attaquer. Ça permet aussi de définir, bon, je l'ai dit, là, le rôle de chacun des membres de l'équipe. Ça se peut que l'équipe des ventes aujourd'hui ait tel rôle, mais étant donné le plan de segmentation puis la nouvelle orientation qu'on veut prendre, ça se peut que certaines personnes changent de rôle puis que ça soit plus clair leur carré de sable. Ça nous permet aussi de choisir les salons alimentaires. Dernièrement, on a donné une conférence avec Stéphanie, d'ailleurs, qui, on le sait, il y en a beaucoup de salons alimentaires, ça coûte cher. Comment on fait pour choisir les bons? Bien, notre segmentation, ça va nous aider à ça, à choisir quel salon j'ai besoin de faire, soit parce que je veux l'explorer, parce que c'est un segment potentiel, puis on veut peut-être le développer, ou soit on a besoin de se positionner puis d'être là parce qu'on s'est dit qu'il était prioritaire, qu'on a besoin d'avoir une posture de personnes là, qui ont le goût d'être dans ce segment-là et d'être présent. Ça permet aussi d'assurer la veille sur la concurrence puis toutes les nouveautés, les tendances. On le mentionnait tantôt dans le plan de segmentation. Selon les segments dans lesquels on veut se positionner, qui sont prioritaires, bien, on n'aura peut-être pas toujours les mêmes concurrents. Fait que c'est important de faire une veille par la suite là, de nos concurrents pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme changement, pour vraiment être à l'affût, là, nous aussi, de quelle amélioration ou quel produit on pourrait lancer. Et ça permet aussi, le plan de segmentation, de se dire comment on peut le rendre vivant dans l'année, parce que oui, c'est un plan qui est statique, mais le but, c'est qu'il demeure vivant. Donc, à chaque fois que vous allez à un salon, à chaque fois qu'il y a des rencontres clients hyper stratégiques, c'est important de mettre à jour l'information que vous apprenez pour justement laisser vivre l'intelligence collective. Puis en même temps, ça peut permettre de mettre en place certains comités. On peut se dire qu'on veut mettre en place un comité vente marketing, mais c'est justement l'information sur laquelle on va discuter. Ça va toujours être en lien avec notre plan de segmentation et notre plan de commercialisation.
Donc, ça, c'est ce que ça peut permettre, le plan de segmentation. Aussi, en fait, dans ce cas-ci, l'exemple que je vous disais tantôt, qui était vraiment plus précis, eux, ça leur a vraiment permis de définir clairement le rôle du marketing et des ventes. Puis là, souvent, ça, c'est qui fait quoi, comment qu'on dispatche un peu, on partage les tâches. Ce plan de segmentation-là permet vraiment de le faire. Sinon, d'aligner aussi le département marketing au segment prioritaire secondaire. C'est important que les deux se parlent puis que le plan marketing soit aligné avec les priorités qu'on s'est dites, là, pour pas que chacun parte de leur côté. Fait que ça permet un alignement. Ça permet évidemment d'aligner le plan de commercialisation, là, comme on l'a mentionné tantôt, sur les segments prioritaires et secondaires, de transférer l'information client aussi rapidement aux nouveaux employés. Une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe des ventes, une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe de direction, une nouvelle personne qui rentre dans l'organisation. On va jouer sur la profondeur des informations à partager, mais c'est important que la personne comprenne, nous, notre entreprise, nos segments prioritaires, c'est là qu'on va être positionné pour telle raison. Ça permet de mobiliser les gens autour de notre, j'appelle ça la culture client, là, de commencer à instaurer une culture client dans l'organisation. Donc, cet outil-là permet de clairement partager cette information-là, qui est l'information des clients. Je l'ai dit, développer une culture client aussi à travers l'organisation, le plan de segmentation. Puis quand on commence à parler ce langage-là, c'est quelque chose qui devient là, naturellement dans la culture, puis que les gens parlent en segment. Ça devient clair pour tous et chacun, c'est le langage commun. Et évidemment, notre pain numéro 1, qu'on disait qu'il y a beaucoup d'entreprises en alimentaire qui ont un manque de structure de vente, mais ça devient un outil qui nous permet de structurer nos ventes parce que vous avez vu, c'est la pierre angulaire de notre structure, de qui on embauche, de notre équipe. C'est la pierre angulaire qui va guider aussi le marketing, les efforts qui sont mis en vente. Donc, c'est vraiment le point de départ pour tout arrimer par la suite notre structure de vente. Des petits conseils en rafale avant de terminer notre présentation qu'on a appris puis qu'on véhicule parce qu'on pense que c'est une bonne chose à faire. Ne pas hésiter de faire ce plan de segmentation-là en équipe. On l'a dit, c'est un bel outil d'intelligence collective où ça permet d'avoir des discussions qu'on n'aurait pas autrement parce qu'on se pose des questions. Puis on réussit justement à faire sortir plein d'éléments de la tête des gens. C'est un bon moment aussi pour faire des entrevues avec nos clients actuels et potentiels. Je dirais surtout les clients actuels. Ça peut peut-être qu'on peut avoir la perception que les clients ne veulent pas nous parler puis qu'on leur fait perdre leur temps avec cette entrevue-là. Mais je vous dirais qu'avec l'expérience, en faisant beaucoup, c'est super apprécié. Premièrement, les personnes se sentent écoutées. Puis lorsque vous faites des rencontres avec vos clients, vous êtes souvent en mode vente. Là, cette fois-ci, on n'est vraiment pas en mode vente. On est plus en mode c'est quoi les problèmes, c'est quoi ta réalité, c'est quoi tes perceptions, qu'est-ce que tu penses d'eux. Fait qu'on est vraiment à l'écoute de la personne. Puis sachez que c'est super apprécié. Puis à 80-90% des cas, les gens participent là, sans hésiter, puis nous offrent même une demi-heure, des fois même 1 heure avec nous là, ou avec nos clients là, pour pouvoir justement parler de ces éléments-là. Fait que n'hésitez pas, les clients sont souvent prêts à parler puis écouter. Mettre à jour aussi, le plan de segmentation, il n'est pas statique, on veut qu'il demeure vivant dans l'organisation. Fait qu'à chaque année, de remettre à jour, du moins, revoir nos priorités, voir qu'est-ce qui a changé. Ça peut être des discussions qui ont lieu aussi dans un comité de vente marketing, si jamais on en met un en place. Avec le temps aussi, au bout de 2-3 ans, c'est peut-être le temps de se dire, est-ce que nos segments prioritaires et secondaires, ça a encore du sens ou il y a lieu de tout revoir puis d'aller faire d'autres recherches plus approfondies pour voir si ça a changé parce que quand on est en croissance, ça peut aller vite. Puis c'est normal que nos segments changent aussi. Là. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont être prioritaires. Si on veut grossir, d'autres vont devoir le devenir pour mettre les efforts à les développer. Et ne pas oublier aussi d'aligner toujours le plan de segmentation au plan de commercialisation. Le plan de commercialisation et segmentation, ils vont ensemble. Ce n'est pas un sans l'autre. Les deux sont arrimés, puis il y a une logique là-dedans. Donc, c'est important de toujours les garder ensemble. Dernier petit conseil aussi, ne pas le faire en silo. Si moindrement, vous pouvez impliquer l'équipe marketing là-dedans, si jamais équipe marketing il y a, c'est une super bonne idée de pouvoir avoir leur avis puis de partager vraiment les carrés de sable de tous et chacun. De ne pas hésiter à communiquer les priorités des segments à toute l'équipe de direction, à tous les employés pour mettre vraiment la culture client au cœur de l'organisation. C'est vraiment payant à long terme. Puis, une fois que cet outil-là est maîtrisé, puis qui est mis à jour, qui est pris au sérieux, vous allez voir, là, ça va devenir clair pour toute l'équipe, puis les alignements vont se faire tout seuls. Et c'est le début de quelque chose là, de bien pour la croissance d'une entreprise en alimentation. Donc, en conclusion,
Nous, on avait vraiment l'intention de présenter cet outil-là. On y croit beaucoup. On pense que ça a beaucoup de valeur. Puis on le voit là, avec les organisations avec lesquelles on travaille, à quel point ça peut changer l'alignement. Puis après ça, ça devient un langage commun à l'interne. Fait que c'est super apprécié. Là. Fait qu'on est vraiment contente de vous avoir présenté cet outil-là. Sachez qu'on demeure disponible si jamais vous avez besoin d'accompagnement. Puis vous voulez être suivi. Puis ce qui est bien ici, c'est que là, on vous présente, dans le fond, le réseau AgriConseil là, que vous connaissez, mais qui offre quand même des aides financières intéressantes pour le service conseil. Donc, pour tout ce qui est développement, stratégie de commercialisation, le plan de segmentation dont vous en parlez, ça, c'est quelque chose de possible. Il existe aussi un autre aide, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui est agri-marketing pour tout ce qui est diversification de marché hors Québec. Si jamais des entreprises entre vous souhaitent en fait développer hors Québec, il y a une belle aide là, qui est disponible pour quelques temps. Et sachez pour ceux qui ça intéresse que Stéphanie et moi, on sera en fin de semaine là, à Expo Manger Santé Vivre Vert. Donc, si jamais vous voulez venir nous parler, nous voyez. Et la semaine prochaine, on va être aussi au CIAL. Fait que si jamais vous voulez venir nous parler, là, on va être super ouverte. Là. Nous, on ne vous voit pas, donc on ne sait pas qui vous êtes. Par contre, vous avez vu nos visages, donc n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Puis si jamais vous voulez nous contacter, nos informations là, sont disponibles à la fin là, de cette présentation aussi. Là, on a notre numéro de cellulaire, nos courriels, donc on demeure disponible. Un gros merci pour votre temps. Hey, merci vous deux. Super intéressant parce que très, très, très pratico-pratique, appliquer des outils aussi vraiment concrets. Je pense qu'ils sont adaptés à, oui, tout type d'entreprise, mais en particulier avec les exemples que vous avez donnés, on est capable de transposer ça à la réalité d'une entreprise agroalimentaire. Un merci infini. Puis en plus, vous donnez des clés avec le financement pour pouvoir avoir accès à vos services. Donc, difficile de faire mieux. Je me demande s'il y a des gens qui avaient des questions parmi les personnes présentes. Moi, j'en aurais peut-être une petite. Juste question de bien comprendre parce que en prémisse, vous nous avez partagé la question du B2B versus du B2C. De ce que j'ai compris, les outils que vous nous avez présentés sont surtout applicables à un contexte de B2B, c'est bien ça? Oui, mais sachez, c'est un bon point, sachez qu'il y en existe un qu'on a personnalisé pour le B2C, qui est vraiment avec une fonction de persona, qui est vraiment détaillé autrement, qui est le même Même genre de contenant, mais matrice. avec un contenu exact, le même genre de matrice. Mais là, sachant, voyant que les besoins sont généralement plus autour du B2B, puis c'est ça qu'on a besoin de clarifier, on est allé avec ça aujourd'hui. Ben, c'est parfait. Je voulais juste quand même, parce que je voyais le parallèle, Oui, effectivement, qu'on peut faire avec une approche de type plus conso, mais ça reste quand même que la matrice de base puis les informations étaient vraiment dirigées plus pour oui, une segmentation B2B. Vas-y, Marielle. Oui, bonjour, enchantée. Je me bonjour. demandais si vous aidiez après ça à l'implantation de vos matrices là, dans les systèmes justement de gestion de vente numérique. Par exemple, pour une entreprise que, je sais pas, elle utilise, je vais dire n'importe quelle, là, elle utilise Acomba. Puis est-ce que vous aidez à les segmenter après ça pour les aider à répertorier avec leurs données, tu sais, le transfert en, moi je peux dire, dans l'action même de l'entreprise, est-ce que vous l'accompagnez aussi ou dans le Pour suivre ERP les ou quoi que ce objectifs soit? de vente, par Oui, exemple. exact. Oui. En fait, nous, la segmentation va devenir la prémisse à soit que l'équipe à l'interne le met dans ses systèmes, soit c'est un CRM ou soit le comptable aussi ou le Power BI, peu importe. Non, on ne va pas faire nécessairement l'accompagnement jusque-là. Par contre, on peut avoir des partenaires s'il y a lieu, mais l'outil commun va toujours demeurer la segmentation parce que, comme je le disais, ça va être notre langage. Fait que, bon point. Il faut absolument que nos systèmes qui vont prendre des mesures soient faits en fonction de. Mais généralement, les entreprises le font par eux-mêmes ou se font accompagner par leur expert TI. Là. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben, super bonne question, Marielle, parce qu'effectivement, il faut que ça se parle tout ça, là. On ne fait pas Exact. des plans de commercialisation puis des plans de segmentation, puis à se doter d'objectifs, mais pas être capable d'en faire le suivi à travers ces outils de gestion. Donc, c'est vraiment pertinent. Puis, outils de gestion, puis je rajouterais même, puis je ne sais pas, il y a un de nos partenaires qui était supposé être là ce midi, là, qui est Propage, mais ça va aussi aider à faire notre site Internet. Tu sais, ça l'aide à. C'est notre prémisse à plein de véhicules de communication, en fait. Tout à fait. Bien, si on n'a pas d'autres questions, ça compléterait notre webinaire de ce midi. Je vous remercie encore infiniment, Marie-Pierre et Merci à vous. Stéphanie. C'était super apprécié. J'invite tout le monde, effectivement, à vous contacter s'ils veulent en savoir plus, Ah puis oui, s'ils veulent le vivre puis l'expérimenter avec leurs propres besoins, leurs propres pain, comme vous nous avez dit en oui. introduction.
Donc, quand vous-même avez fait une bonne segmentation en ayant bien ciblé qui sont vos clients cibles pour lesquels vous voulez travailler. Donc, entreprise agroalimentaire, sachez que vous avez quelqu'un qui vous vise dans son offre de service. Donc, merci encore. Merci à nos partenaires, les autres créneaux agroalimentaires du Québec, ainsi que le réseau AgriConseil, ainsi que Financement Agricole Canada. On vous donne rendez-vous pour notre prochaine Informagro le 28 mai. On vous invite à vous y inscrire. D'ailleurs, je pense que je vais aller mettre directement le lien dans le clavardage. De toute façon, les gens vont y avoir accès suite au webinaire. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir.